Des rangs de vignes qui s'étirent à flanc de coteau sur plus de 65 km. Nous sommes en Côte d'Or, sur les terres des anciens ducs de Bourgogne. Mécènes et fins gastronomes, ils aimaient à se proclamer seigneurs des meilleurs vins de la chrétienté. Aujourd'hui, la valeur de ce vignoble est inestimable. La particularité du paysage viticole ici, c'est son caractère morcelé. Le vignoble bourguignon est constitué d'une multitude de toutes petites parcelles. D'ailleurs, la renommée de certains grands vins repose parfois sur quelques centaines de mètres carrés seulement. Vous allez voir que pour comprendre ce paysage bourguignon, les notions de terroir, de clos et de climat sont essentielles. Les vignobles se ressemblent et pourtant chacun possède son propre caractère. Comme il existe des châteaux bordelais, en Bourgogne on parle de climat. Il en existe 1247 exactement. Et ici, le climat n'a aucun rapport avec la météo. Il désigne un ensemble de parcelles délimitées avec précision depuis plusieurs siècles. Le sol et le sous-sol, l'exposition et l'histoire du climat constituent son identité. Les plus connus, répartis entre plusieurs propriétaires, sont le Chambertin et le Montrachet. Ce paysage est le résultat d'une histoire séculaire qui a connu bien des changements. Jean-Pierre Garcia est professeur à l'Université de Bourgogne. Depuis 10 ans, il étudie les terroirs viticoles. La vigne en Bourgogne remonte à l'époque gallo-romaine et elle se présente sous quelle forme? Alors à l'époque gallo-romaine, on n'a pas de traces de vignes sur les coteaux elles-mêmes. À l'époque gallo-romaine, les vignes qu'on a trouvées archéologiquement, on a fouillé des plantations de vignes, sont plutôt dans la plaine. Et les indices qu'on a trouvés autour des villas romaines, qui sont connues aussi, sont plutôt dans l'extrême bas de coteau ou la plaine. Et ce qu'on sait, c'est qu'à partir de la fin de l'Antiquité, donc à la fin de l'époque romaine, on commence à avoir des mentions de vignes sur les coteaux, début du Moyen-Âge, notamment des évêques et notamment aussi les premiers moines bénédictins. Ça va donner déjà l'idée que la qualité se retrouve sur les coteaux. Ce paysage-là, c'est un paysage du XXe siècle. XXe siècle auquel on rattache toujours l'industrialisation, la modernité, ce qui est le cas. C'est un paysage relativement uniforme, avec ses vignes bien peignées, ses vignes en rang. C'est une invention récente, puisque déjà c'est l'invention du fil de fer, pour palisser la vigne, oui. Le fil de fer, ça vient à partir de la fin du XIXe siècle. Et puis c'est une vigne aussi pour mécaniser, non pas avec des tracteurs à l'époque, mais de XXe siècle avec des chevaux. Alors avant, la vigne se travaille à la main. C'est une vigne en foule, beaucoup plus dense d'ailleurs, avec 20 à 25 000 pieds à l'hectare, c'est-à-dire 2 à 3 pieds par mètre carré. Alors donc on travaille ça à la main. En foule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation particulière? Voilà, qu'il n'y a pas d'organisation particulière. En fait, il faut louvoyer entre les pieds et on les travaille comme un jardin finalement. Et c'est pour ça que la vigne s'apparente à un travail presque de jardinage, donc méticuleux, qui demande beaucoup de main-d'œuvre et qui se fait à la main. Et donc qui implique qu'on va vendre un vin plutôt cher, et c'est une culture de prestige aussi. Alors ici à Alos, on avait un cellier de l'abbaye de Cîteaux, des moines de Cîteaux, qui exploitaient des vignes ici et qui vinifiaient là. Il est disparu, mais on va aller voir un cellier encore en place, c'est le cellier du Clos Vougeot. Tout a commencé au XIIe siècle. Les moines cisterciens de l'abbaye de Cîteaux reçoivent en donation quelques vignes et un petit cellier. La rencontre est fructueuse. L'abbaye est une institution stable, le vin aime la paix et la durée. Pendant des siècles, les moines vont perfectionner leur vignoble et aujourd'hui, le Clos de Vougeot est l'un des plus célèbres. Et la production du vin, à quelle vocation?
La production du vin, au départ, bien sûr, c'est celle des moines. Toute abbaye produit du vin. D'une part déjà pour les moines, dans la règle de Saint-Benoît, la règle bénédictine, comme celle des cisterciens, ils ont le droit de boire une certaine quantité de vin, pas beaucoup par jour, mais quand même. Ça fortifie, etc. Bien sûr, mais aussi devoir d'hospitalité. Il ne faut pas oublier que les abbayes sont aussi des hospices qui accueillent des pèlerins, qui accueillent des pauvres, et ils leur servent à boire aussi. Et puis finalement, produisant tellement de vin, ce sera le cas de Cîteaux, notamment ici au Clos Vougeot, ils vont passer à la viticulture commerciale. Au bout d'un siècle, ils deviennent des grands commerçants de vin et qui vendent partout en Europe. Ils donnent ou ils vendent au pape. C'est le vin de Beaune qui est très réputé depuis le XIIIe siècle. Mais le périmètre du clos, il a été défini en fonction de la qualité de la terre, pour la qualité du vin? La délimitation, elle est avant tout juridique. On leur a octroyé un territoire, qui est d'ailleurs confirmé par le pape. On a une bulle du pape qui dit le Clos Vougeot, ce qui va s'appeler le Clos Vougeot, voilà, c'est cette délimitation-là, et c'est ce qui est maintenant dans les murs, qui correspond en gros au mur actuel du Clos Vougeot. Et cette délimitation juridique, on leur dit, vous produisez du vin à cet endroit-là, le vin que vous produirez, il sera exempté de certains impôts, et en plus vous aurez la justice sur ce territoire-là. Et donc à l'intérieur de ce clos, au départ, ils n'ont pas toutes les parcelles, il y a d'autres propriétaires, que progressivement ils vont racheter, se faire donner, et ils vont constituer un clos unique. Dans l'idée cistercienne, c'est quelque chose de fermé, un clos, tout bêtement pour protéger les vignes des animaux errants qui viennent manger les raisins, des voleurs, etc. C'est l'idée de fermer le lieu pour produire quand même quelque chose de qualité. Vu sous cet angle, les toits descendent jusqu'aux vignes, on voit de toutes petites lucarnes au ras du sol en fait. On produit sur un endroit donné des raisins qui sont vinifiés sur place et avec les pressoirs du cellier. Du coup, tous ces clos qui ont une origine diverse vont ancrer l'idée que le lieu fait le vin, un vin particulier. Et ça va donner l'unité de climat, mais l'idée de climat d'une idée moderne qui émerge à la fin du XVIIe siècle, bien après le Moyen-Âge. Cette partie du bâtiment, elle remonte également à l'époque cistercienne? La façade est reconstruite en 1551. En pleine Renaissance par l'abbé de Cîteaux. On est toujours cistercien, mais on est dans un autre esprit, c'est l'esprit de la Renaissance, plus ostentatoire. Et là, on a une autre vision du clos qui est autour, puisque le château doit être vu de la route, la grande route qui va de Dijon à Beaune, qui sur un grand travelling là, de 2 km, on voit la façade, on tourne autour et on voit ce château magnifique au milieu de ses vignes. C'est l'idée de rendre visible la qualité du lieu par le château, qui doit être visible dans le paysage. On est à l'époque de la construction du paysage, et ce château fait partie du paysage. En Bourgogne, la vigne va peu à peu changer de main. Propriété des religieux et des ducs de Bourgogne, le vignoble est progressivement racheté par des bourgeois négociants à partir du début du XVIIe siècle, puis à la Révolution française. Au cœur de la Bourgogne viticole, la ville de Beaune s'enrichit grâce au commerce du vin. Les grandes maisons de négociants deviennent rapidement un symbole de l'identité de la ville. Marie-Thérèse est conférencière à l'Office du tourisme de Beaune. Et la ville de Beaune joue un rôle important dans l'histoire du vignoble bourguignon? Oui, tout à fait. D'abord, on est central. On est la capitale des vins de Bourgogne et on est situé géographiquement entre Côte de Nuits et on est dans la Côte de Beaune. Donc, c'est ce qu'on appelle les Champs-Élysées de la Bourgogne. Donc, géographiquement, une situation que bien des Bourguignons nous envient. Et à la grande époque des ducs de Bourgogne, est-ce qu'eux vont jouer un rôle politiquement pour justement développer ce commerce? Bien sûr, au XIVe et XVe siècle, à l'époque du Grand-Duché de Bourgogne, une grande partie du vignoble de la région leur appartient. En 1369, on a une jeune femme de 19 ans qu'on dit peu séduisante, mais qui va changer le destin de notre région, au niveau de l'histoire, mais au niveau aussi de la gastronomie et du vin. C'est Marguerite de Flandre. Et quand elle va venir s'installer ici avec son mari Philippe le Hardy, très vite, elle se rend compte qu'au niveau de la viticulture, il y a un cépage qui s'appelle le gamay. Et lorsque le gamay pousse sur un sol calcaire ou argilo-calcaire, eh bien, le gamay donne un vin assez ordinaire. Et donc, avec son mari Philippe le Hardy, en 1395, ils vont prendre un décret d'interdire la plantation de gamay dans notre région. Voilà pourquoi, depuis 1395, nous n'avons quasiment pas de gamay sur la Côte de Nuits, sur la Côte de Maude. Le paysage viticole a été décrété. Voilà, tout à fait, en 1395, grâce à une femme, Marguerite de Flandre, notre première grande duchesse.
les ducs de Bourgogne, les grands ducs d'Occident, habitaient Bruges, Gand. Et ils tenaient par contre leur parlement, ils rendaient la justice à Beaune. Et quand ils venaient à Beaune, ils habitaient donc cette partie du XVe siècle. Et celui qui a peut-être rayonné le plus dans la Bourgogne du XVe siècle, c'est Philippe le Bon. Ça a été notre troisième duc de Bourgogne. C'est lui aussi qui a créé l'ordre de la Toison d'Or. Et c'est en lien avec le nom du département, la Côte d'Or? Alors, pas forcément, mais l'or pour nous a une grande importance. Et c'est en référence à la vigne et au vin. Parce que le vin, c'est de l'or pour la région. La vigne, quand vous traversez notre vignoble, Côte de Nuits, Côte de Beaune, eh bien, vous voyez que ces vignes sont situées sur des coteaux. En automne, le feuillage de la vigne prend une couleur or et la région devient Côte d'Or. Et une troisième raison, quand vous traversez notre vignoble, eh bien, vous voyez que toutes les grandes appellations sont orientées à l'Est. L'Est, c'est l'Orient, la côte d'Orient, donc la Côte d'Or. Quelque part, c'est un nom paysager. Tout à fait, c'est une image très, très paysagère de notre région. Mais c'est ça, la Côte d'Or, c'est ça, c'est le paysage. Alors, nous allons maintenant parcourir le sous-sol de Beaune. C'est-à-dire que dans les rues, sous les rues, Exactement. il y a des caves. Il y a une vie très intense sous la ville de Beaune, à travers ces caves. Et c'est un réseau de caves sur plusieurs étages? Alors, sur plusieurs étages, 1, 2 étages, parfois 5 étages quand on a 3 niveaux dans les grosses tours du 15e. Enfin, une superficie environ de la ville de 3 hectares. C'est assez impressionnant. Il y a 3 hectares de caves dans les sous-sols? Dans les sous-sols de la ville. Et ces caves, elles remontent à quelle période? Alors, cette partie-là date du XIIe siècle. Ce sont les caves qui appartenaient aux chanoines de la collégiale Notre-Dame, l'église qui est juste à côté, parce que les religieux avaient besoin de vin pour la messe. Le vin, c'est le sang du Christ. Mais le vin, donc, c'est un côté spirituel. D'ailleurs, il y a une petite citation qui dit que le vin est nourrissant, théologique et morbifuge. Nourrissant, 1 degré d'alcool apporte 7 calories. Théologique, donc, le vin devait les rapprocher de Dieu. Et morbifuge, eh bien, il fait fuir la tristesse et la mélancolie. Paré de toutes ses vertus, le vin est alors utilisé comme médication par les religieux, notamment à l'Hôtel-Dieu. Le 1er janvier 1452, 30 malades, pauvres et non contagieux sont admis dans cet hôpital financé par le chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rolin, et sa femme, Guigonne de Salins. C'est surprenant parce que les hospices de Beaune, c'est un hôpital pour les pauvres et on est dans une architecture qui est, qui est riche, parce que, qui justement, est prestigieuse. Nicolas Rolin et Guigonne de Salins voulaient un palais pour les pauvres. Donc ils vont choisir tout ce qu'il y a de mieux pour accueillir ces malades. Et regardez cette architecture. Alors, on est en pleine période médiévale, mais les ducs de Bourgogne sont de grands mécènes. Donc, ils vont choisir non seulement une très belle architecture, mais des matériaux nobles. Le malade arrive ici, il voit une toiture de tuiles glacurées avec des couleurs qui donnent un peu de vigueur et de lumière à cette cour. Donc les fondateurs voulaient vraiment accueillir ces pauvres comme des princes. Alors regardez cette évolution de la construction. On a donc ces pinacles avec au-dessus surmontés de girouettes.
Regardez ces lucarnes avec des décors en ogive. C'est beaucoup plus accueillant que la période médiévale primaire. Donc on a des ouvertures un peu plus grandes et on a toute cette galerie qui est surmontée supportée par des piliers. Et cette galerie permettait justement aux religieuses qui soignaient les malades de passer d'une chambre à une autre sans avoir à sortir dehors dans la cour. Donc Nicolas Rolin et Guigone de Salins voulaient une architecture simple mais belle pour justement accueillir ces pauvres. Et l'établissement ne veut pas accueillir que des pauvres, progressivement? Non, parce que justement, ces pauvres, ils sont tellement bien accueillis, tellement bien soignés, que ça va se savoir très très vite. Et les riches vont vouloir être soignés ici, à Beaune, à l'hôpital. Et on va les accepter, mais eux, ils vont payer. Et ils vont payer en faisant des dons de champs, de bois, de fermes et de vignes. Et voilà comment le domaine des Hospices de Beaune va se constituer. Et aujourd'hui, nous avons 60 hectares de vignes. D'accord. Et ces 60 hectares de vignes sont gérés par le régisseur Roland Masse, qui s'occupe des 60 hectares de donation de vignes. Qui est un des plus gros domaines de Bourgogne, du coup. En valeur, c'est un des plus gros domaines de Bourgogne, oui. Et donc c'est un vin qui est vendu comme un autre, comme un propriétaire classique? Une petite grande différence, c'est qu'il y a cette fameuse vente aux enchères. Donc ce n'est pas vendu traditionnellement d'un propriétaire à un acheteur, mais par l'intermédiaire de cette vente des vins qui est toujours au mois de novembre. Donc là, ce sont les premiers raisins que vous avez coupés là pour... Voilà. Alors, ce n'est pas une vraie vendange, c'est quelques prélèvements de grappes pour faire une estimation d'où en est la maturité des fruits, la maturité des raisins. Donc là, vous avez des raisins qui viennent du Bâtard-Montrachet et d'autres là qui viennent des Mazis-Chambertin. Ça se présente bien. Et ils sont beaux, ils sont presque mûrs, pas tout à fait, donc on va encore attendre une semaine avant de les récolter. Cette vigne va être vendangée d'ici à 8-10 jours. La vente aux enchères de 2012 a généré 5 millions d'euros. Le vin des Hospices de Beaune est chaque année le premier mis en vente. Son prix sert d'indicateur pour le millésime. Au clos, tenu par les moines et développé par les ducs de Bourgogne, ont succédé les climats. Les paysages ont toujours gardé leur structure en mosaïque, avec l'émergence, dès le XVIIIe siècle, du vigneron indépendant attaché à ses quelques pieds de vigne. L'un des plus petits vignobles de la région se trouve dans le village de Moret-Saint-Denis. Le domaine de Chantal Remy est modeste par sa taille, mais impressionnant par la valeur de ses vins. Un résultat qu'elle doit à sa seule volonté. Il y a 20 ans, elle a quitté son métier de graphiste pour reprendre 3 vignes familiales et ressusciter un clos, le Clos des Rosiers. On m'avait parlé du Clos des Rosiers comme d'une propriété familiale, mais elle ressemble carrément à un jardin, en fait. Ah oui, c'est un jardin. Et à l'époque, c'était une vigne complètement dans toute la propriété. Et, ça date des années 1700. Et ensuite, mon grand-père a voulu faire un verger ici, un tennis, une roseraie. Et donc c'est à la fois une vigne et un jardin? La vigne n'existait pas ici, hein, parce que c'était un verger. C'était un verger. C'est nous qui avons refait la vigne. Ah, je pensais qu'il restait une partie de la vigne. Non, il avait tout enlevé. Et bon, c'est dommage parce que c'est quand même un clos bien situé avec des grands crus sur le coteau, bien exposé au soleil à l'est, comme toutes les vignes. Et la terre est superbe, c'est une terre qui vient de la forêt, donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon vin. Et le clos a repris sa production de vin en quelle année? Alors là, donc ça a été planté en 2000, il faut compter à peu près 4 ans. À la 4e feuille pour qu'on puisse récolter un vin qui est une appellation d'origine contrôlée. Donc normalement c'est un cru village, mais comme il est entouré de murs, pour que ça s'appelle clos, il faut au minimum 3 murs. Là il y en a 4, donc forcément c'est devenu un clos. Un clos entouré de grands crus par ailleurs. De grands crus, oui. Avant c'était que de la vigne, et maintenant c'est presque que de la vigne. Il y a encore un petit morceau qui reste pour les gens du jardin, quoi. Alors, je vais vous présenter quelques ancêtres.
Ça, c'est mon papa, mon grand-père, mes grands-parents, un autre grand-père. Et me voici dans le jardin. Là, ça doit être derrière le tennis en question. Et puis, peut-être que là, j'ai eu l'inspiration, je ne sais pas. Vous faisiez les vendanges à l'époque? Oui, avec le petit panier, le petit sécateur. On était obligatoirement embauchés. Alors, voici mon mari. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Et voici mon fils, Jean-Luc, Florian, 7e génération. Puisque, Le 7e du nom sur la propriété, sur le Clos des Rosiers. Voilà. Dans le Clos des Rosiers, il y a encore des roses. Est-ce qu'elle joue toujours ce rôle de sentinelle qu'elle pouvait jouer avant par rapport aux maladies? Tout à fait, parce que la maladie du rosier, c'est exactement la même que la maladie de la vigne. Donc c'est un repère par rapport aux maladies qu'on peut attraper dans l'année. Donc si on voit dépérir la rose... Ah, il faut faire attention. Voilà, on sent que c'est quand même encore un vin jeune. Il faut falloir qu'il vieillisse, qu'il prenne un peu de la bouteille. Est-ce qu'on sent la rose? On pourrait imaginer que ça sente la rose. Bon, évidemment, c'est à consommer avec modération, paraît-il. tout le monde. Santé. 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 Le paysage viticole de la Côte d'Or est le fruit d'une interaction ancestrale entre l'homme et la terre. Une parcelle de 8 hectares à peine en résume à elle seule tous les secrets. Jean-François Bazin est auteur de nombreux ouvrages sur les vins de Bourgogne. Jean-François, la singularité du Montrachet, elle est connue, reconnue depuis longtemps? Oui, bien sûr, depuis le haut Moyen-Âge, en tout cas au XVIIe ou au XVIIIe siècle, le Montrachet est déjà le premier vin blanc de Bourgogne. Et, permettez-moi de vous le dire, probablement du monde. Et ce n'est guère contesté. Et c'est un endroit qui représente bien ce que l'on appelle le climat de Bourgogne? Oui, ça représente d'abord, c'est une superficie qui n'a pas bougé depuis des siècles, au mètre carré près. Ensuite, vous avez exactement la vigne bordée par ce qu'on appelle des meurgés, ici en Bourgogne, c'est-à-dire des tas de cailloux qui ont été retirés de la vigne depuis très longtemps, là. Et ensuite, la friche qui est juste au-dessus de la vigne. Vous avez ici une vigne qui est exceptionnellement remarquable. Et puis, à 3 mètres près, vous avez la friche dont une chèvre ne voudrait pas. Vous avez une grande différence, mais qui montre bien ce qu'on appelle le puzzle ou la mosaïque bourguignonne, qui est très précisément inclus dans la nature. Et on dit que la terre de Montrachet est tellement précieuse qu'il faut se taper les pieds quand on en sort pour éviter d'en emporter un peu. Il n'y a pas de règle écrite. Mais effectivement, comme vous avez 20 cm de terre et puis la roche, donc une terre très calcaire et très rare, il est conseillé, quand vous vendangez dans cette vigne, quand vous travaillez dans cette vigne, de vous racler les pieds quand vous sortez, de façon à ne pas emporter cette terre si précieuse. Et Jean-François, qu'est-ce qui, au final, fait la particularité du paysage viticole bourguignon? Eh bien, ici, la vigne et le vin s'inscrivent profondément dans le paysage. Lorsque, dans les années 30, on a inventé les appellations d'origine contrôlée, la Champagne a choisi la marque, l'Alsace, à l'époque, a choisi le cépage, Bordeaux a choisi la propriété foncière, enfin le château, et nous avons fait référence au climat, ce qui est un lien étroit avec le paysage, puisque ça se voit, c'est-à-dire au lieu-dit, un lieu-dit qui est chargé d'histoire, qui porte un nom, qui a une superficie déterminée, qui produit un vin que l'on peut reconnaître. Nous sommes au bout de la côte de Beaune et on peut dire que c'est un dernier élan, un dernier souffle que la nature apporte. Alors évidemment, c'est une terre squelettique, c'est la roche qui est tout près, et pourtant, on en a fait un miracle de beauté et d'élégance, et qui, bien sûr, est né de l'influence humaine, puisque des générations et des générations, depuis les Gallo-Romains, ont fait le vin de Bourgogne ce qu'il est.
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui y ont apporté leur qualité, leur travail et, je l'espère, leur vertu.